Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission en compagnie de mon complice habituel, Grégorovitch, animateur du principal site de réinformation sur la gnose mondialiste, noh.es. Grégor, bonjour. Bonjour Sébastien. Aujourd'hui, c'est une émission de mise à la page, de mise à jour des derniers événements et aussi une rétrospection sur les épisodes qui ont précédé la tentative des autorités françaises par l'entremise des autorités espagnoles de me mettre en cage et de me faire taire. Comme vous le savez probablement, le 27 juin 2026, lorsque j'ai, comme à mon habitude, pris l'avion pour rejoindre ma famille après 6, 7 ou 8 semaines, selon les mois, de travail en Île-de-France, à Paris, j'ai donc pris un avion pour Saint-Jacques-de-Compostelle et à l'arrivée de l'avion, au lieu de trouver ma femme en compagnie de ma petite tribu, j'ai eu un appel de la garde civile espagnole, donc des gendarmes, pour me demander de me mettre en relation avec un gendarme de l'aéroport. Après quoi, on m'a signifié ma détention en attendant la venue d'un gendarme de Fenay, à côté de Férolles, pas loin de là où nous habitons avec Louise et les enfants. J'ai attendu une petite heure. Ce gendarme m'a remis une plainte de ma compagne Louise avec 4 chefs d'accusation: violences économiques, violences psychologiques, violences sur les enfants et viol, en date des vacances de Noël de 2025. J'ai encore attendu une heure l'arrivée d'une avocate commise d'office qui m'a donné lecture intégrale de la déposition de Louise, ainsi que d'une fiche de synthèse en fin de déposition, où les faits sont qualifiés par le gendarme qui l'a auditionné. J'apprends également que je suis convoqué 2 jours plus tard, le lundi 29 à 8h, parce qu'il faut que je laisse le temps aux autorités espagnoles de me constituer un avocat commis d'office pour une audition à 10h devant le juge. Alors évidemment, je suis tombé à la renverse, même si j'ai rapidement compris à la lecture des attendus de l'audition de Louise qu'il s'agissait évidemment d'une plainte inconsistante, probablement obtenue sous la menace, sous la pression, menace probablement de placement des enfants. Et étant donné les conditions très difficiles qui me sont faites pour me défendre, puisque je suis sans les clés de mon domicile en Espagne, nous sommes le samedi 12h30, le lendemain c'est dimanche, tout est fermé, je n'ai pas d'avocat, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai rien pour commencer à rassembler des preuves qui m'innocentent. Je décide de prendre du champ. À ce moment-là, je prends une série de taxis, autobus, autocars pour me rendre au Portugal et quitter au plus vite le territoire espagnol. Là, je vais prendre 2 avions, un à destination d'Istanbul, puis un autre à destination de Tbilissi en Géorgie, pour commencer à prendre de la distance et également commencer à préparer ma défense. Voilà pour les faits. Mais je crois qu'il est utile, Grégor, de revenir en arrière sur un certain nombre d'épisodes qui ont préparé ce dernier épisode du 27 juin 2026, pour que les gens qui nous écoutent comprennent un peu le contexte. Exactement. Faut-il rappeler aussi que nous sommes le samedi 18 juillet, il est 12h30 heure française. Alain Soral a sorti la vidéo sur les lumières noires avec en fond un poster d'un hôtel tunisien. Donc on voit déjà qu'ils suivent les bouchées doubles, comme à leur accoutumée. Et également, le mot douille, c'est un petit peu comme le mot frigidaire qui se substitue au réfrigérateur, commence aussi à être utilisé par nos adversaires. Oui, tout à fait. Il a réagi en effet à cette petite information exclusive selon laquelle il ne réside plus en Russie, ce merveilleux pays où on peut, de la liberté d'expression, où on peut résister au nouvel ordre mondial, protégé par Vladimir Poutine, qui n'est pas aux ordres des Lubavitch, comme le rappelait Lucien Séris dans un article il y a quelques années déjà.
Le premier épisode qui, je pense, est intéressant pour nos auditeurs pour qu'ils comprennent le contexte, c'est que lorsque nous habitions avec Louise en 2019 à Montrouge, un soir, alors que je lui proposais d'aller dîner tous les deux avec les enfants dans un restaurant indien qui se situe à 250 mètres de mon domicile, j'ai oublié mon portefeuille. J'ai gardé les enfants avec moi et j'ai demandé à Louise si elle aurait la gentillesse d'aller chercher mon portefeuille chez nous. Elle qui est très athlétique, elle a été au pas de gymnastique jusque chez nous, chercher ce portefeuille et quelle n'a pas été sa surprise de voir deux personnes, deux individus, deux agents, il n'y a pas d'autre mot, une femme d'une cinquantaine d'années très athlétique et un homme sportif de 60-65 ans aux cheveux blancs, équipé d'un gros sac de sport noir qui avait l'air très lourd. Il faut imaginer que c'est une résidence qui est un peu en retrait de la rue et avec une petite barrière à l'époque, même si aujourd'hui les lieux ont changé, une petite barrière d'une 60aine de centimètres en aluminium qui était très facile d'enjamber. Et elle a vu ces personnes sortir de la résidence. Nous, on habitait au rez-de-chaussée, donc on voyait très facilement depuis la rue les mouvements de ces personnes. Elle les a vus sortir du hall. Et ces personnes n'ont jamais été vues dans la résidence, et ça lui a semblé étrange, si vous voulez. Quand elle s'est introduite dans l'appartement, elle a constaté qu'en ouvrant la porte était certes fermée, mais elle n'était plus fermée à clé, alors que nous avons toujours l'habitude de donner un coup de clé en sortant, même si c'est pour un quart d'heure, une heure. Elle a constaté que la porte n'était plus fermée à clé, alors qu'elle m'avait vu peut-être 5 minutes ou 10 minutes avant la fermer sous ses yeux. Et elle a constaté également que des lumières étaient allumées dans le séjour, alors que moi comme elle, nous nous souvenons parfaitement que ces lumières, je les avais éteintes avant de sortir. Quelques jours après, enfin le soir même et quelques jours après, nous avons également constaté que certains des interrupteurs de l'appartement avaient été bricolés et même on a constaté sur certains d'entre eux qu'ils avaient été abîmés. Il y avait des pièces qui avaient été cassées, des pièces de plastique. Quelqu'un était rentré dans l'appartement et avait traficoté les interrupteurs, probablement pour sonoriser l'appartement, probablement pour y introduire des microphones et pouvoir écouter les conversations à l'intérieur. Ça, c'est un premier épisode. Autre épisode, un peu du même genre, qui aura lieu beaucoup plus tard, lorsque nous aurons quitté Montrouge pour nous installer à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Est-ce que vous pouvez donner, ou est-ce que vous pouvez donner un ordre d'année pour qu'on ait des points de repère? Oui, oui, nous déménageons de Montrouge pour nous installer à la Trinité-sur-Mer en décembre 2019. Quelques jours seulement avant les prémices du Covid. C'est d'ailleurs l'époque où, à l'époque, je collabore encore avec ERFM, la radio d'égalité et réconciliation, et je lance à ce moment-là les quotidiennes. La première édition, la toute première quotidienne, aura d'ailleurs trait au Covid, puisque je vais faire l'interview d'un docteur, d'un médecin ancien des hôpitaux de Paris, qui va tout dire déjà, par avance, j'ai envie de dire, de tout ce que sera le Covid, c'est-à-dire une fausse pandémie. Il fera remarquer que dans les décisions gouvernementales, il n'y a rien qui allait, si vous voulez. Les frontières étaient grandes ouvertes, le gouvernement nous promettait que le virus ne se propagerait pas en France, etc. Lui, évidemment, remettait déjà en question même la nature virale et la nature même existentielle de cette opération de folie collective qu'aura été le Covid-19. Nous nous installons donc à la Trinité-sur-Mer et nous allons y vivre là 3 années scolaires en compagnie de Marin et Hermine, qui sont petits, qui sont scolarisés dans l'école juste en face de chez nous. Vraiment, il y a juste une ruelle à traverser. Et nous y serons assez heureux, même si je dois dire que ma femme, rétrospectivement, m'a toujours dit qu'elle n'avait pas aimé ce séjour trinitain. À ce moment-là, commencent les ennuis, si vous voulez, pendant ces années-là. Commencent les ennuis. Alors, moi, de mon côté, de mes activités professionnelles, je fais donc de la rénovation et je fais également des productions d'émissions de radio pour Égalité et Réconciliation pour ERFM. Et en fait, il y a déjà un peu d'eau dans le gaz. Je pressens qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des lignes politiques qui sont proposées qui ne conviennent pas, en particulier la ligne Poutine-Vite, me déplaît de plus en plus, si vous voulez. Même si c'est la grande époque des le grand reset ou le grand ménage. Les auditeurs t'en demanderont probablement. Et c'est aussi l'époque où va être publié un article par Street Press le 30 novembre 2021. Mais avant cela,
euh, 3 jours avant cet article de Street Press, le CRIF va publier un article où je suis qualifié comme l'un des principaux relais du Hezbollah en France et de l'axe de la résistance chiite. Ce qui est très curieux d'abord, c'est que l'article de Street Press lui part sur une toute autre piste. Il ne m'accuse pas d'être un relais du chiisme en France ou de l'axe chiite en France ou de l'axe de la résistance palestinienne soutenu par l'Iran. Non, il m'accuse de monter des maquis anti-islamiques dans les campagnes françaises. Et sur la base de cet article, 8 à 9 mois plus tard, en juin 2022, je vais avoir la visite des gendarmes qui se présentent à 6 heures du matin à l'heure du laitier, alors que je suis encore en sous-vêtements, si vous voulez, et ils me présentent une commission rogatoire de perquisition de mon domicile. Je comprends très rapidement à ce qu'ils me disent qu'ils ne cherchent qu'une seule chose. Ils cherchent des armes à feu. Ils cherchent des armes à feu, et donc ils m'interrogent, ils me demandent avez-vous des armes? Je leur réponds de manière humoristique que oui, j'ai une arbalète de loisir que j'ai achetée sur Temu ou sur Wish à l'époque, une arbalète de loisir, style un peu pistolet, qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs. Parce que quand je l'ai déballée, j'ai cassé une petite pièce, la petite pièce sur laquelle on vient mettre la cordelette de l'arbalète de loisir. Et cette pièce étant cassée, elle était irréparable, donc cette arbalète n'a jamais fonctionné. Je leur dis que je suis également l'heureux propriétaire d'une machette, puisque nous avons à l'époque une courette, un jardin. Je suis l'heureux propriétaire d'une machette modèle Kigali 1994. Ça les fera pas rire du tout. Alors je comprendrai plus tard pendant mon audition pourquoi. Le gendarme me demande au début de l'audition de ne pas rire de l'intitulé de l'orifice de répression des crimes de haine et des crimes contre l'humanité, comme l'avait fait l'influenceuse Thaïs Descuffion, parce que s'ils ont cet intitulé, c'est parce que la moitié de leur personnel s'occupe de poursuivre les auteurs et les négationnistes du génocide rwandais. Donc, une fois qu'ils voient qu'il n'y a pas d'armes à feu, je leur propose quand même, puisque là, nous sommes en plein déménagement avec Louise, hein, toute la maison est en carton. Vous imaginez, tout est en carton au milieu du séjour. Je me saisis d'un cutter et je leur propose d'ouvrir les cartons. Et ils me disent non, non, c'est pas la peine. Donc, c'est quand même la perquisition la plus bizarre de l'histoire de la perquisition, si vous voulez. Ils me remettent une convocation pour l'après-midi. Je dois me rendre à la gendarmerie de Carnac à 14 heures. Et je suis évidemment très inquiet. Mais je me présente en présence d'un avocat commis d'office que le commandant ou le capitaine, je ne sais plus, Étienne de l'orifice de répression des crimes de haine et des crimes contre l'humanité il m'a donné le numéro de cet avocat qui au début avait refusé de me défendre et qui ensuite s'est débrouillé pour se rendre disponible pour m'assister. Je suis d'ailleurs, je le précise, auditionné en audition libre par les gendarmes de l'orifice de Paris, renforcé par la gendarmerie de Carnac. Je suis auditionné en audition libre, alors que les Rudi Reichstadt, par exemple, et toute cette littérature anti-conspi prétend que je ferai partie des 13 mises en cause de l'affaire Recolonisation France, ce qui n'est pas le cas. Je suis auditionné pendant plus de 2 heures, presque 3, avec un avocat très combatif, qui va me secourir utilement pendant ces 3 heures, et je ressortirai libre à la fin de cette audition pour ne plus jamais entendre parler de cette affaire. Donc là, on peut dire que ceux qui ont tenté de monter la cabane des maquis en Bretagne, Monsieur K, recruteur de groupes armés, ils sont gros gens comme devant. Il y a quand même un autre épisode que je voudrais raconter pendant cette visite domiciliaire de la gendarmerie 6 boulevard Davout dans le 20e à Paris, qui s'est déplacé quand même jusque chez moi pour m'attraper au saut du lit, pour me convoquer. Le commandant ou le capitaine Étienne, alors que moi j'étais occupé avec sa collègue à répondre à ses questions sur ce qu'il y avait dans les cartons, le commandant ou le capitaine Étienne a fait une chose très étrange. Il a appelé le chat de la famille qui était
qui passait devant lui. Il l'a appelé par son petit nom, le petit nom que lui donnait ma fille Hermine, petit nom que personne ne connaît, pas même nos amis de la Trinité-sur-Mer. Le chat s'appelle Socrate. Et ma fille le surnommait Sosocre. Et il a appelé le chat Sosocre devant ma femme pour lui faire comprendre que le domicile était sonorisé. Ce qui s'apparente véritablement aussi à une menace voilée, puisque c'est le nom que donnait ma fille au chat. Vous voyez toute la charge de sous-entendu de ce propos. Ma femme en a été extrêmement émue. Elle m'en a parlé par la suite, quand je suis sorti de la gendarmerie, ce qui n'a cessé de la convaincre toujours plus du besoin de partir, de quitter la France, qui était devenue une véritable tyrannie, si vous voulez. C'est l'époque également où ma femme se met dans la lutte pour la défense des libertés familiales, en particulier de l'école à la maison, qui est très attaquée à cette époque. Souvenez-vous, c'est l'époque où on publiait l'instruction à la maison aux éditions Contre-Culture. Elle se met également dans la défense de l'ANA, l'accouchement non assisté, c'est-à-dire l'accouchement à la maison, si vous préférez. Elle va rencontrer d'ailleurs des personnes dans le Morbihan qui sont dans ce combat, qui deviendront des amis à elle. Et elle va accoucher elle-même à la maison de notre numéro 3, de Yvain. Ma femme a toujours été très hostile aux immixtions de l'État dans la vie familiale. Donc cet épisode de visite domiciliaire à 3 jours de notre déménagement n'a fait que, je dirais, mettre le dernier clou dans le cercueil de sa conviction totale du besoin de quitter ce pays. C'est également la période durant laquelle Louise et moi-même, nous allons recevoir un certain nombre de coups de pression de diverses administrations. La plus remarquable étant la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Pendant que moi je suis en déplacement à Paris, Louise va recevoir la visite d'un inspecteur de la CAF. Alors, il lui dit qu'il nous reproche un trop perçu d'allocation. Louise lui offre un café, l'assied, il discute de son dossier. Et au moment de partir, alors qu'on va dire que c'est off, hein, c'est plus pendant l'entretien, le monsieur est déjà sur le pas de la porte, il se tourne vers ma femme et il lui dit « Madame, je ne sais pas qui vous avez énervé, mais quand on tape votre nom dans l'ordinateur, ça clignote tout rouge. » Lorsque ma femme va m'entretenir de ça dès le soir même, lors d'un échange en visio, en appel visio, elle me dira qu'elle a la conviction qu'il s'agissait d'une sorte de policier sous couverture d'agent de contrôle de la CAF. Tout ça d'ailleurs est facile à retracer puisque j'en ai parlé dans divers communiqués où je faisais appel au soutien de mes lecteurs dans ces moments difficiles, puisque j'ai, je le rappelle, fait passer toute mon épargne d'alors dans ce déménagement pour mettre ma famille à l'abri, alors que nous avions avec Louise d'autres projets, si vous voulez. Donc tout ça est consigné, tout ça il y a des traces. Voilà pour cet autre épisode, l'épisode trinitain, on va dire, de mes persécutions. Et ensuite, donc, nous allons décider de nous installer en Galice à partir de juin 2022. Nous trouvons une location. Là, mes enfants sont scolarisés tout près de la maison. Ils vont trouver des nouveaux amis, des activités extrascolaires. Ils y ont leurs habitudes. On peut dire qu'ils y ont trouvé leur place. Louise, elle, la première semaine de son déménagement, je me souviens très bien de cette conversation, me disait que c'était pour elle un véritable arrachement de quitter la France et de s'installer ainsi dans un pays étranger dont elle ne parle pas la langue, etc. Nous avions eu plusieurs fois cette conversation depuis, et je peux vous assurer qu'elle a changé d'opinion du tout au tout. Aujourd'hui, Louise me disait il y a encore quelques semaines qu'elle ne changerait de lieu et de vie pour rien au monde. Nous avons fait 2 locations auprès de la même famille. Nous sommes restés dans ces 2 maisons à peu près 3 ans. Et nous avons fini par acheter une petite maison dans un endroit un peu plus reculé, toujours sur la même commune. C'est Louise qui l'a choisie, cette maison, où elle pouvait enfin réaliser son rêve d'avoir du terrain, d'avoir son potager. Elle l'aime tellement, cette maison, d'ailleurs, qu'elle a commencé on peut dire, à la retaper. Alors moi, j'ai fait des travaux d'électricité, de plomberie, des choses un peu comme ça, choses un peu techniques. Et Louise, elle, s'est attachée plutôt aux aspects, on va dire, esthétiques. Elle s'était mise à rénover toute la façade de la maison toute seule, si vous voulez.
une femme malheureuse, une femme qui est prisonnière, retenue prisonnière dans une ferme rurale éloignée du centre du village, ne fait pas ça. Elle ne dort pas les barreaux de sa prison. D'autre part, je le redis, Louise a toujours partagé mes opinions politiques. Nous avons toujours été assez raccords sur les décisions qu'il fallait prendre. Et je dirais même que parfois, elle m'a devancé. Je reviens sur la question de la défense des libertés familiales. Louise était en pointe sur ce sujet et elle m'en a appris. Elle m'en a appris. Et aujourd'hui, pour revenir à la situation d'aujourd'hui, eh bien, Louise, en réalité, est prisonnière dans un centre psychologique à destination des femmes qui font l'objet de violences domestiques. Elle ne communique par téléphone avec personne. Elle ne communique que par des messages écrits sur les applications du genre WhatsApp ou Instagram, que par écrit, au point même qu'on ne sait pas si c'est elle qui écrit. Il n'y a aucune preuve, n'est-ce pas? Je me demande si elle n'est pas sous médicament. Enfin, en tout cas, ce que je sais avec certitude, c'est que Louise est retenue prisonnière parce que rien au monde n'aurait pu lui faire abandonner son projet de vacances de cet été, qui était programmé top départ à partir du 5 juillet. Moi, le 27, je suis rentré chez nous, comme je vous le disais. J'avais prévu de passer une petite semaine de vacances avec eux à la maison en Espagne, et ensuite de remonter en France lors d'un road trip qui devait faire à peu près ceci. Traverser toute l'Espagne sur la Cantabrienne, faire un stop chez des camarades et des amis dans les Landes, remonter ensuite dans le Morbihan, rencontrer là d'autres amis, d'autres camarades. Ensuite, Louise avait pour projet de rejoindre sa meilleure amie en Normandie et sa famille du côté de Saint-Malo. Pendant que moi, je serais retourné sur mes chantiers. Avant que nous nous retrouvions la première semaine d'août, en Savoie, en famille encore, pour une petite semaine, avec nos camarades qui font un camp école familial dans un gîte de montagne en Savoie, où il y a à peu près une cinquantaine d'enfants, une soixantaine d'enfants et presque autant d'adultes. Et donc, ce programme-là, Louise n'y aurait renoncé pour rien au monde, en particulier ce séjour en Savoie, parce que ça fait plusieurs années qu'elle a raté ce rendez-vous, auquel elle est très attachée et dans lequel nos enfants comptent de nombreux amis. Et donc, si vous voulez, ça c'est un signe qui me laisse absolument certain que Louise est retenue prisonnière. J'ai pu confirmer par un moyen que je ne vais pas détailler ici pour ne pas donner de biais à mes adversaires, qu'elle est bien retenue de force et qu'il y a bien eu un coup de pression qui lui a été mis par la police française. Enfin, je mets police entre guillemets parce que ou entre parenthèses comme on voudra, parce qu'en réalité on ne sait pas qui sont vraiment les auteurs de cette action. Un dernier commentaire là-dessus, je pense que cette action, on va dire irrégulière, a pour cause le fait que après les différents coups de pression précédents qui ont échoué, ils ont dû se résoudre à des expédients, si vous voulez. Je rappelle aussi qu'il y a eu un autre épisode plus récent, on en parlait dans l'émission avec Yuri Rochka, le 7 mai dernier, j'ai été une fois encore convoqué par l'orifice de répression des crimes de haine et des crimes contre l'humanité, cette fois pour des tweets et pour des posts Telegram. Peut-être que vous, Grégoire, vous pouvez rappeler un peu le contexte de ces tweets qui avaient trait à la responsabilité présumée par certains tweetos de la communauté ou de l'organisation criminelle, comme on voudra, Lubavitch, de Crans-Montana. Un certain nombre de provocateurs ont prétendu qu'ils pouvaient prouver l'implication de la secte Lubavitch dans l'incendie de Crans-Montana. Et vous, comme moi et quelques autres, nous les avons défiés, nous les avons mis au défi de produire les preuves. Oui, parce qu'en fait, il s'agissait plutôt de nous dire que nous étions presque de mèche, finalement. C'est-à-dire que parce que nous n'avions pas dénoncé ce qu'ils dénonçaient eux, c'est-à-dire qu'ils l'avaient fait, je crois, déjà en janvier, pour dire qu'il y avait des zones d'ombre dans cet incendie criminel, selon eux, et donc commandité, selon eux, par Lubavitch, vous comme moi et d'autres avons dit, mais nous, on n'a pas d'éléments, et en tous les cas, nous ne
nous n'irons pas sur ce terrain parce que déjà, nous n'avons pas de preuves, et c'est ce que vous leur avez dit, et c'est ce qui vous a été reproché, c'est-à-dire que si vous avez des preuves, apportez-les-moi, je les publierai. C'est ce tweet-là. Or, la personne qui vous a titillé, et qui m'a titillé, puisqu'effectivement, elle nous mentionnait, elle n'a jamais été inquiétée, voyez-vous, parce que effectivement, à la suite de votre convocation, je lui ai demandé si elle avait été convoquée, elle a botté en touche, elle a dit non, puis après elle a dit oui. En fait, c'était confus. Mais bon, on voit bien que c'était une espèce de... En fait, ils essayaient de vous coincer. Et là aussi, il faut rappeler que on est toujours dans le sillage de votre victoire contre Culture pour tous, alias contre Culture, d'accord, où il y a eu un procès, je crois, en décembre, et que vous avez gagné. Et par ailleurs, le 7 mai, quand vous avez été auditionné, là encore, vous aviez un conseil à vos côtés qui vous a tiré d'affaire face aux gendarmes, et donc il n'avait plus d'éléments sur ce terrain-là. Donc, effectivement, Oui, d'ailleurs, beaucoup... juste un point sur le procès intenté par contre-culture. Il faut rappeler que l'objet de la plainte, c'est que je les accusais d'être une ingérence étrangère. Ce que j'ai démontré à la barre, surabondamment, j'ai démontré, c'est la raison pour laquelle j'ai été relaxé, j'ai démontré que Contre-Culture et la Galaxie Sorale étaient une entreprise Potemkin, Oui. c'est-à-dire un paravent d'initiatives étrangères. Exactement comme le racontait Yuri Rochka, sa prise de conscience du caractère frauduleux du bloc néo-soviétique, la synagogue de Moscou, des BRICS, etc. Et voilà. Et en fait, et tout cela explique après pourquoi il y a eu effectivement la petite communauté, enfin traitée comme telle, hein, ou après qui a été vue comme un sujet ridicule et dérisoire, hein, selon Soral, c'est quelque chose qu'il a réitéré donc en mai 2024. Et puis c'était et du coup les Lubavitch, etc. Et donc il y a eu toute une offensive avec Lucien Cerise, Youssef Indy, Rachid Achachi, qui se moquaient, qui nous raillaient ouvertement parce que nous disions, nous pointions les Lubavitch. Or, effectivement, par les pièces que nous avons démontrées, mais également par comprendre l'Empire Lubavitch de Pierre Hillard, qui a institutionnalisé toutes ces recherches, d'abord par les recherches de Pierre Hillard lui-même, mais également et de montrer, et c'était dans sa préface, enfin dans sa... Oui, en introduction, qu'il y avait un malaise à parler de cette petite communauté dans la dissidence. Et ceux qui ont suivi les épisodes de Boucher Double ne le savent que trop bien. Mais il y a autre chose qui me paraît important de souligner. Tout à l'heure, je voudrais revenir sur Louise qui vous devançait sur certaines opinions politiques. Alors, je crois que vous l'avez dit également aux côtés de Yuri Rochka. Alors, Louise, c'est aussi Isolde Turan. Et Isolde Turan devait faire une intervention chez Xavier d'Alterophilo, que l'on salue, précisément le lundi 1er juillet, aux alentours de 18h30, je crois. Or, à midi, Xavier a informé son public sur son canal que l'émission n'aurait pas lieu, d'accord, puisque Louise s'était décommandée. Alors, quand on a votre version, c'est-à-dire que le lundi matin, vous étiez attendu, et probablement Louise aussi, au tribunal, on comprend aisément qu'il ne peut pas y avoir d'émission dans les dispositions émotionnelles, etc. Mais ce que l'on comprend moins, c'est pourquoi elle a attendu le dernier moment, c'est-à-dire le lundi midi, pour annuler une émission qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas faire. Elle aurait pu prévenir la semaine précédente. Et la réponse est toute trouvée, c'est que parce qu'il fallait absolument que vous ne doutiez de rien et que vous arriviez, que vous atterrissiez le samedi 29 juin, je crois. 27 juin. Voilà, le samedi. Voilà, et vous aviez eu donc votre épouse 2 jours auparavant. Évidemment, avec le recul, vous avez examiné les messages, si vous voulez revenir là-dessus, pour voir qu'il y a eu un changement de teneur de message, de température, mais toujours agréable.
ce qui a été soudain. Est-ce que vous pouvez développer sur cette partie-là? Oui, ça c'est un point très important. Nous avons fait un examen stylistique et graphique de nos conversations depuis décembre 2025 avec deux de mes camarades qui, eux, n'ont pas de billes dans la partie, si vous voulez. Ils essaient de rester objectifs et ils constatent à partir du 15-16 juin un changement de ton, un changement de rythme dans les messages. Il n'y a plus d'émoticônes, il n'y a plus de mots d'encouragement, il n'y a plus de mots d'affection, il n'y a plus de photos. C'est comme si quelque chose avait changé. Je sais également que mes enfants ont été soustraits de leur domicile à compter au moins du mercredi qui précède mon retour le 27 juin 2026. Parce que, par un moyen détourné, j'ai réussi à le confirmer. Donc, ce qui se transpire à travers les lignes, c'est qu'effectivement, ils n'ont jamais lâché l'affaire pour vous avoir, hein, pour parler de façon triviale. Ils ont changé de domaine, ils ont fait ce qu'on appelle une Joanne Livernet, puisque en fait, c'est des choses qui sont venues en pagaille dans les commentaires sous la vidéo Louise Attaque, hein, puisque Boucher, qui lui-même avait été dénoncé donc par Joanne Livernet en 2011 ou en 2012, c'est-à-dire oui, 10 ans avant nous, voilà, a lui-même eu ensuite des problèmes avec ERFM. Ça a été tourné par rapport à des différends, par rapport à Salim Laibi, etc. Je n'y reviens pas. Mais quand il y a eu effectivement la condamnation de Joanne Livernet, des histoires invraisemblables, etc., celui qui s'en faisait les choux gras, exactement comme avec vous, c'est Christian Boucher. C'est-à-dire 2 jours après, voilà, on titre les choses de façon... bon, bah voilà, vous êtes coupable, ça arrange tout le monde, etc. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui vient des Lubavitch. Ouais, on va le prendre à revers. Donc, tout l'intérêt de la chose, pour vous faire taire, finalement, c'est de passer effectivement par des choses qui sont relatives aux mœurs, etc. J'en profite, pardon pour ce petit aparté, mais évidemment, si demain vous trouvez un CD à la Zandvoort chez moi, ou un truc du dark web, sachez que c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne s'amuserait pas parce que, justement, ce n'est pas les ex-femmes qui me manquent, mais j'ai plutôt de bonnes relations avec. Ce qui se passerait, c'est que même si l'un de mes enfants tombait à l'école, on pourrait dire que c'est eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, évidemment, je crois qu'ils sont de plus en plus coincés, et c'est pour ça que, parfois, on se demande ce qui leur a pris, parce que, effectivement, vous étiez en train de vous ranger les voitures. On va rappeler que le 14 juin, nous avions fait les Douille Awards chez Xavier, d'Haltérophilo. Et donc, que vous sentez 2-3 jours après que la température a changé, c'est devenu plus clinique avec Louise dans vos échanges. Enfin, c'est ce que vous avez l'air de dire. Et puis aujourd'hui, bah, effectivement, en prenant du champ, c'est-à-dire que l'idée, c'était de vous cueillir à l'aéroport, mandat de dépôt, et vous ne pouvez que vous débattre et bégayer une défense approximative, hein, avec toute l'émotion, enfin voilà, en plus avec les particularismes d'un accusé de viol dans une prison espagnole. Vous décidez de prendre du champ, vous braquez le projecteur en disant « Ah mais là, elle peut pas crier au danger » ou comme quoi vous iriez la chercher dans le centre avec une hache, puisque dans ce cas-là, vous êtes aujourd'hui, sans dire exactement où vous êtes à plus de 6000 km. Donc, le fait qu'elle soit retenue dans ce centre tombe complètement, puisque vous n'êtes pas prêt de rentrer. Évidemment, vous avez entrepris des procédures pour vous défendre, d'accord? Mais pour le moment, vous êtes obligé, vous allez rester là, et en même temps, vous allez continuer et accentuer ce battage médiatique, donc avec des points de temps en temps entre nous, mais également avec d'autres camarades. Et ça, c'est important. Parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai reçu des appels masqués, et il ne faut pas qu'ils concentrent, si vous voulez, les choses. Là, ils vont avoir de grandes difficultés. C'est-à-dire qu'à la fois, il va y avoir... Aujourd'hui, vous avez des consignes où, à part la dissidence de caniveau, personne n'en parle. Personne n'en parle. Voilà.
Et Oui, il y a, donc, semble-t-il, une consigne qui a été passée, et une consigne qui a été passée pour ne pas, parce qu'en fait, sortir de l'ambiguïté pour eux maintenant, c'est prendre, ce sera leur détriment, comme on dit, c'est prendre un risque inutile. Donc, ils préfèrent le silence. oui, parce qu'en fait, 2 jours après, ça a été dit comme ça, parce qu'ils pensaient qu'effectivement, vous étiez peut-être encore en Espagne, que c'était une question de 48 heures, etc. Là, aujourd'hui, ils ont un véritable problème. Et j'ajoute que le problème va s'accentuer pour une raison assez simple. Vous savez qu'on n'a jamais eu dans notre cœur GPHA, et la réciproque est vraie, mais eux, ils aiment beaucoup les contenus, pardonnez-moi, mais comme serait votre affaire. C'est-à-dire, vous imaginez une vignette GPHA, ils ont Tabloïd. séquestré ma famille. Voilà. Donc, au-delà des différends, à un moment, leur public va leur dire, mais attendez, vous nous recevez des Dalida Sadok, etc., bon, qui a été d'ailleurs condamné pour diffamation en Suisse. Là, il n'y a pas de problème. Mais là, quelqu'un qui est dans le milieu depuis 25 ans, à qui il arrive quelque chose quand même de rocambolesque, voilà, c'est le moins que l'on puisse dire, vous ne le recevez pas. Et là, ça va vraiment poser un autre problème. Et c'est pour ça que ils ont vraiment un problème. C'est-à-dire que par rapport à leur stratégie, d'accord, où vous aviez des personnages qui jouent aux intrigues, ils sont arrivés dans une situation qui va devenir de plus en plus complexe et compliquée pour eux. C'est mathématique. Oui, en fait, il y a plusieurs aspects que vous avez abordés qui mériteraient qu'on fasse un petit retour là-dessus, en particulier sur le scénario qu'ils avaient imaginé. Vous l'avez dit tout à l'heure, un peu brièvement, je crois qu'il faut y revenir. Le plan, c'était ça. C'était, si on prend quelques jours avant mon retour, je reçois des messages de Louise qui me demande instamment de lui donner une date et un horaire de mon retour depuis la France. Moi, bien sûr, c'est pas la première fois que nous avons cette conversation avec elle. Je mets ça sur le compte de son impatience de me retrouver, du besoin qu'elle a aussi que je l'assiste dans l'éducation des enfants, l'entretien de la maison, les courses, etc. Donc, dès que j'ai connaissance de mon billet d'avion, je lui communique, comme je fais toujours. Euh, et là, évidemment, la consigne qui lui est passée, c'est pas de vague. Il faut pas annuler l'émission chez Haltérophilo, il faut rien changer, il faut rien dire, il faut surtout limiter les communications pour éviter les fuites. Elle se fait très insistante jusqu'à ce que j'envoie mon billet. Et là, le scénario, c'est quoi? J'arrive le samedi matin à 9 heures à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis immédiatement appelé par les gendarmes, à peine sorti de l'avion. Je suis auditionné par les gendarmes. Ils me remettent ma convocation. Je suis gardé dans les prémices de la gendarmerie espagnole, de la Guardia Civile. Certes, je suis entendu par une avocate de commis d'office et je suis présenté, menotté le lundi matin au tribunal de Férol. C'est ça le film. Et ensuite, je suis condamné et je vais en prison. Et ensuite, évidemment, une fois que vous êtes dans une prison européenne, Dieu sait ce qu'ils peuvent faire comme échange. Vous voyez, après, c'est comme les vignettes Panini. Hein. Les services français et espagnols ont beaucoup de dossiers à partager ensemble. L'ETA, les militants écologistes radicaux, les opposants aux grandes lignes électriques qui traversent la frontière à Perpignan. Enfin, voilà, ils ont beaucoup de dossiers transfrontaliers, si vous plaît, si vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est très facile pour eux de se faire ce genre d'échange de services. Bon, voilà. Donc c'était ça le film qu'ils s'étaient imaginé. Évidemment, il y a du sable qui s'est mis dans la machine. Probablement que la gendarmerie espagnole n'a pas jugé l'affaire suffisamment grave pour me retenir jusqu'au lundi matin. Ce qui permet de prendre du champ, de passer au Portugal et ensuite de faire toute mon odyssée jusqu'au Moyen-Orient. Je prendrai même un bateau en Turquie pour aller jusqu'en Syrie. Donc voilà, il y a eu une clé à molette dans les rouages, si vous voulez. Mais depuis, quelques autres éléments sont ressortis également. J'ai eu un appel de la gendarmerie espagnole pour me demander mon adresse en France. Donc je ne serais pas surpris qu'il me fasse également une visite domiciliaire, ce qui serait très amusant évidemment, parce que comme vous l'avez dit, je suis à 6000 kilomètres. Mais qu'il fasse. Et lorsque j'ai parlé avec ce gendarme, je lui ai fait savoir quelle était la situation exacte de mon épouse. Je lui ai dit qu'elle était retenue de contre son gré dans un centre où mes enfants se font poncer le cerveau par des psychologues. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air au courant.
Je sais qu'il y a d'autres personnes en France qui sont au courant. Alors, les nouvelles sont excellentes parce que j'ai évidemment constitué un cabinet d'avocats en Espagne qui me défend, qui me représente, et j'ai également un cabinet d'avocats, en fait 2 cabinets d'avocats même, je peux dire, à ce stade, qui me représentent pour ce qui est de la France. Et avec ces avocats français, nous allons faire une contre-offensive judiciaire. Je ne me laisserai pas faire. Je ne laisserai pas salir mon nom. Et plus encore, je dirais, je ne me laisserai pas faire non plus au plan politique. Donc là, la situation, c'est qu'ils me remettent sur le terrain. Je serai beaucoup plus présent sur les réseaux. Je vais produire des contenus originaux à un rythme beaucoup plus soutenu que par le passé, parce que là, c'est plus l'heure de la transaction. Ils sont allés trop loin, si vous voulez, Grégoire. Ils sont allés trop loin. Donc, il n'y a pas de transaction possible. Donc maintenant, ce sera le combat. Ils ne me laissent pas d'autre choix que de les combattre. Est-ce que tout à l'heure on a parlé d'intrigants? Est-ce que vous aviez déjà parlé de Pierre Stadéré, par exemple? Pierre Ah Stader. oui, mais ça c'est un point très important. Ça, il faut que les auditeurs connaissent ça. Quand j'étais en Bretagne, dès le premier jour du confinement, je me suis inscrit sur Twitter. J'ai été très actif sur la question du Covid, au point même que certains de mes tweets ont fait plus de 2,5 millions d'impressions. Lorsque j'ai publié des remèdes, à l'époque où je ne savais pas que le Covid, comme l'a prouvé Pierre Chaillot, n'avait aucune réalité statistique, je cherchais cependant des solutions. Nous faisions le soir des émissions avec Louis Divergent, où nous nous opposions aux masques, nous nous opposions aux tests, nous nous opposions évidemment à ce qui allait venir, les vaccinations. Alors aujourd'hui, tout le monde a oublié la séquence. Tout le monde ne pense plus qu'à la vaccination, mais à l'époque, il faut vous souvenir que la vaccination est encore dans l'avenir. Et nous le savons et nous le disons avec Louis Divergent dans ses émissions du soir. Je vais publier les remèdes du professeur Palière-Franco, une médecin de Savoie, qui a publié une étude sur plus de 80 patients où elle trouve des résultats extraordinaires avec l'emploi de l'ivermectine et du C3G, qui est un cocktail d'antiviraux à spectre large. Ce qui est très curieux d'ailleurs, parce que c'est pas des antiviraux, c'est des antibactériens. Ce qui est très curieux d'ailleurs, oui, parce que ce sont des antibactériens, alors que le Covid était réputé être un virus. En réalité, évidemment, la clé de tout ça se trouvait plutôt dans la lutte contre les parasites. Alors, c'est un autre sujet. Donc, je vais avoir une très grande visibilité pendant le Covid, au point de constituer une énorme communauté de suiveurs sur Twitter en très peu de temps. C'est aussi une époque où je suis régulièrement sollicité par ce Pierre Stader, de son vrai nom Stéphane Garon, à échéance régulière. Je vais vous donner un exemple. Au moment où, je vous le disais, nous étions en Bretagne, je produisais encore des émissions pour Égalité et Réconciliation, mais il y avait de l'eau dans le gaz. Et donc, il y a un moment donné, il y a une rupture qui intervient après la publication de l'article de Street Press. Alain Soral, à l'instigation de l'avocat qui est parti avec la caisse de Rissen, Maître Viguier, va rompre toute relation, toute communication avec moi. Et je vais en avoir connaissance par un message qui me sera envoyé par erreur par le directeur de la radio, Yann Purdhomme. Le message, c'est coupe le fil, plus de contact, etc. Je m'étonne aussi à l'époque que la réaction de Soral et de Égalité et Réconciliation soit de suivre les consignes de Rudi Reichstadt et de la littérature anticonspirationniste en me demandant de fermer mon fil Telegram et d'une certaine manière aussi en rompant les relations avec moi, alors que c'était le moment où ils auraient dû me soutenir. Alors, je n'ai pas reçu à l'époque un seul appel d'eux me demandant comment j'allais psychologiquement. Est-ce que ça allait? Est-ce que voilà, tu fais face, tu tiens le coup? Non. Je n'avais que des messages combinatoires me demandant de fermer mon fil Telegram, etc., etc. Ce que je vais refuser de faire jusqu'à ce que Pierre Stader et Xavier Poussard interviennent et me demandent d'abord de supprimer mon fil Telegram et ensuite de me rabibocher avec Égalité et Réconciliation, avec ERFM. Ce que je vais faire, les deux choses, je vais faire pour leur faire plaisir. Mais évidemment, je sais que la collaboration qui reprend à des conditions nouvelles, si vous voulez. La confiance est rompue.
on collabore ensemble, mais je sais déjà que ça n'aura qu'un temps. Après, il faut comprendre le rôle de Pierre Stader plus généralement, de Stéphane Garon, Pierre Stader ou Prosper Lambert, comme on voudra, selon les supports. Prosper Lange, c'est Prosper Lange qui avait demandé à rejoindre le groupe EOR le samedi 27 juin, donc c'est-à-dire quelques heures après votre épisode. Et il a voulu rejoindre l'EOR, puisque c'est un groupe privé, alors avec plus de 1200 membres, mais c'est un groupe privé. Et j'avais trouvé quelque chose bizarre, le timing. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il vous écrivait de l'autre côté, d'ailleurs à mon sujet, bien souvent, et je pense qu'il faut en dire aussi quelques mots. Ah oui, oui, bah, Pierre Stader, en fait, si vous voulez, il était très content. C'est ça, on fait un saut dans le futur, en avant. Au moment des tout premiers bouchées doubles, du premier bouchée double et des suivants, Stéphane Garon se félicite lors de nos longs entretiens téléphoniques que nous constituions la Arca de Pierre Hillard. Parce que euh, Stéphane Garon joue les Sherpas pour Pierre Hillard, pour Arnaud Aaron Upinski, pour Hervé Juvin ou encore pour Xavier Poussard. Il les renseigne, il les met en relation avec des hauts fonctionnaires, il les drive également, il les met en garde, il leur propose des contacts comme moi pour diffuser leur contenu. Alors qui est ce Stéphane Garon? Parce que c'est un profil très intéressant. Il est au cœur du système, si vous voulez. Il fait partie de ces gens. Alors c'est un hobro breton d'une grosse cinquantaine ou petite soixantaine d'années, marié sans enfant, d'opinion religieuse de style catholique semper idem, comme il dit, non unacum, comme disent les gens qui ne veulent pas se mouiller, et c'est les vacantistes, si je m'en réfère à ma nomenclature à moi, royaliste, contre-révolutionnaire, tout ce que vous voudrez, qui fait partie d'un petit groupe de hauts fonctionnaires patriotes, je mets ça entre parenthèses, mais qui en réalité sont juste des hauts fonctionnaires. Il fait partie de ce milieu, vous savez, qui envoie régulièrement ses enfants au Conseil d'État, euh, au Conseil constitutionnel, à la Cour des comptes, enfin, dans la haute fonction publique, si vous voulez. Et ces gens, en réalité, sont des survivants, ce sont des insubmersibles. Ils peuvent avoir les opinions politiques ou religieuses qu'ils veulent, ou qu'ils prétendent avoir, peu importe. Ils peuvent les avoir ou ne pas les avoir, ça n'a aucune importance, parce qu'en réalité, ils ne roulent que pour eux. Ils roulent pour leur caste, ils roulent pour cette République, qu'ils servent dans la fonction publique, ou dans les porte-tambours, puisque cet individu, par exemple, a longtemps travaillé à la Caisse des dépôts et consignations. Il a été attaché parlementaire d'Hervé Juvin quand il était au Parlement européen. Il a été parlementaire d'une députée Front National après la vague d'élus, vous savez, les 80-90 élus qui ont été élus lors des dernières législatives pour le Rassemblement National Front National. Voilà. Voilà et évidemment, il est en relation avec les services. Et ça, il ne s'en cache pas. Lors d'un épisode suivant, nous en dirons peut-être un peu plus sur le réseau. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même une chose, en fait, juste pour la bande-annonce, c'est-à-dire que quand vous dites qu'il renseigne effectivement, alors il a fait des émissions avec Pierre Hillard sur Méridien Zéro, et effectivement, dans 15 jours, à partir presque du 16 juin, c'est le 18 juin où vous m'avez fait part que cette personne s'attachait beaucoup plus que d'accoutumé à nous séparer. Alors, d'une part en m'enfonçant et d'autre part en vous flattant, ça, il a parfaitement le droit de le penser, mais là, c'était tellement insistant que ça devenait de plus en plus gros. Et au regard, en prenant le recul, on peut se dire qu'il s'est exactement aussi passé la même chose avec Pierre Hillard, dont il est manifestement proche, enfin, je ne sais pas si le mot convient, mais c'est-à-dire au moins en lien, comme il l'est C'est ça, exactement avec c'est Xavier ça, c'est Poussard. ça. Et alors, il y a un dernier point quand même, qui là, c'est pour la bande-annonce. Attendez, il faut rester un point là-dessus. Attendez, Grégoire, je pense qu'il faut rester une minute là-dessus. C'est un point très important. En effet, Stéphane Garon s'est fait très insistant. Comme je vous le disais tout à l'heure, il était très content des premiers bouchées doubles, mais lorsque le taf a été fait, lorsque le travail était accompli, le message c'était bon, maintenant on a défendu Pierre, en gros l'orage est passé, il serait peut-être temps de te défaire de Grégor qui te trahira si ce n'est pas déjà fait. Voilà le genre de Voilà. propos Oui, qu'il oui, tenait à parce votre qu'en fait, égard. effectivement, alors là, vous en dites trop, c'est qu'effectivement, comme quoi il disait que j'aurais trahi Pierre. Alors, je vais pas revenir publiquement sur l'épisode, mais chacun a le souvenir
de ce que nous avons fait pendant les Dougie Awards, nous avons fait que renvoyer le boomerang à Alexis Despaluchés des Bouquins, qui avait lancé les hostilités d'abord contre Xavier, puis contre nous aux côtés d'Alain Soral, hein, c'est-à-dire que même s'il n'avait pas donné de nom, c'est la lettre K sur Internet, un monsieur, quelqu'un qui s'adosse à un auteur, un groupe, etc. Donc évidemment, c'était nous en nous désignant, et nous avons simplement rendu la monnaie, point, fin de l'histoire. Oui, oui, il faut juste rappeler quand même une chose au sujet de Stéphane Garon, c'est qu'il a toujours voulu, depuis plusieurs mois, il a toujours voulu vous séparer de Pierre Hillard et me séparer de vous. Oui, mais en fait, il y a aussi un autre élément que vous m'avez dit, qu'il est bon de rappeler, c'est qu'effectivement, il vous demandait de mettre pédale douce sur les Lubavitch. Et ça, c'est-à-dire que effectivement, on peut dire qu'effectivement, votre duo avec moi, on peut ne pas apprécier, etc., tout en étant pour la cause. Mais le fait de vous dire en même temps, bon, bah, maintenant, les loups lâchent un peu l'affaire, c'est quand même aussi... ça rentre dans le giron. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au nom de vous dire, de vous faire finalement une espèce de normalisation, exactement comme est en train de la vivre d'ailleurs Pierre Hillard, hein, puisque Pierre Hillard, à nouveau, maintenant est tout à fait beaucoup plus fréquentable, si je puis dire, et vous, non. Hein. En plus, bon, voilà. Donc... Oui, c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y a des personnages comme ça qui restent dans la coulisse et qui animent et agitent les uns et les autres. Nous aurons l'occasion en septembre, je l'espère, de revenir sur l'affaire Brigitte, puisque Stéphane Garon a joué un rôle central dans l'affaire Brigitte, en aiguillonnant et en pilotant à distance Xavier Poussard. Et vous pensez que nous aurons l'occasion d'y revenir. Oui, on y reviendra, mais juste comme ça, est-ce que vous pensez que l'Élysée ignore cela? On va laisser la question en suspens. Voilà. On va laisser la question en suspens. Voilà. On va laisser la question en suspens. En tout cas, sachez que cet individu est en lien avec les services et que, certes, comme vous me l'avez dit au téléphone, il joue le rôle de gentil cop. Hein, c'est le good cop. Mais ce qu'ils ont fait à ma famille est absolument inqualifiable. Et donc, maintenant, on enlève les gants. Très bien. Alors, vous venez de créer un Patreon, Odyssée MK, Odyssée avec l'orthographe anglaise, ODY2SEYMK. Pour ceux qui veulent vous soutenir, dans un premier temps, il n'y a pas vraiment de contrepartie, enfin, chacun le comprend, parce que vous avez bien d'autres choses à préparer, notamment votre défense, mais au fur et à mesure, août, septembre, etc., les contenus vont monter, il va y avoir de plus en plus certainement de podcasts, et finalement, vous allez la faire, votre hebdo. Hein. Celle que Pierre... Alors, oui, parce que ce que me proposait Stéphane Garon, c'était en gros de me ranger des bagnoles, de devenir un gentil journaliste d'extrême droite, faisant un petit peu comme les autres influenceurs, si vous voulez, des sujets inoffensifs sur le patrimoine ou autre, je suppose. Je sais pas, ça il m'en a pas parlé, mais je suppose que c'est ça le menu. Un gentil journaliste d'extrême droite qui se range les bagnoles pour prélever sa dîme sur la chiacidance. Je m'y refuse. Voilà, le seul sujet qui compte, c'est de combattre la synagogue de Satan, qu'elle se trouve à Moscou ou à Washington, autour de Vladimir Poutine ou autour de Donald Trump, ou qu'elle se trouve à côté d'Emmanuel Macron. Parce qu'il faut bien comprendre pourquoi les services français me persécutent. Non, ce ne sont pas les Lubavitch qui ont missionné les services français contre moi, pour répondre à un certain nombre de caniveautiers qui essaient d'utiliser ça comme ligne de défense sur les réseaux sociaux. Les choses sont beaucoup plus simples. Les autorités françaises sont paniquées par la montée des opinions à l'égard de l'entité sioniste génocidaire, à l'égard du judaïsme politique organisé en France, comme c'est le cas dans tout le monde développé. Et donc, ils ont reçu consigne par la loge, parce que la loge structure l'ensemble des corps de l'État, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie, la police, la préfectorale, etc., la haute fonction publique de manière générale. Par le biais de la loge, ils ont table ouverte. Et l'idée, c'est de me détruire pour me faire taire. C'est raté. C'est raté, puisque je suis là dans une zone, si vous voulez, où l'entité génocidaire n'a pas très bonne presse et où je vais trouver des soutiens. Alors j'ai aussi choisi d'appeler le Patreon Odyssée avec sa forme anglaise parce que
je vais essayer, dans la mesure du possible, de faire de ce média un trait d'union avec des acteurs internationaux de la résistance authentique au nouvel ordre mondial, qu'ils soient russes, BRICS ou washingtoniens ou de Tel Aviv. Exactement. Voilà. Et ça, c'est aussi l'apport de Yuri Roska, qui, lorsqu'il s'émancipé du Kremlin, justement, pour les forums de Chisinau, a eu beaucoup de personnes qui l'ont suivi, sauf le clergé français, comme il dit. Voilà. Le Oui, clergé le clergé français, à français, donc on savoir aura donc l'occasion. Lucien Cerise, Youssef Indy, Pierre-Antoine Plaquevent, qui l'ont soutenu un peu publiquement, mais qui en privé avaient coupé le contact, en fait. Voilà. Oui, oui, clergé français, entre guillemets, dont nous aurons l'occasion de reparler, puisque nous allons parler entre autres d'un gros influenceur sur la sphère française depuis quelques années maintenant, depuis deux ou trois ans, en la personne de Monsieur Hachachi. Nous aurons l'occasion là aussi de donner des contenus exclusifs de qualité. Voilà, donc j'ai envie de dire à l'équipe d'en face, bouclez vos ceintures parce que ça va rocker. Voilà, ben, je le souhaite. En tout cas, ne présumerons de rien, ils ont de la ressource, mais on va dire, pour les travaux de type pied nickelé aujourd'hui, c'est un peu foiré, et ça va devenir de plus en plus suspect. Et effectivement, là, maintenant, le truc, c'est que le tic-tac, là, demain, il y a la Coupe du Monde, enfin, il y a la finale de la Coupe du Monde, mais dès la rentrée, vous allez avoir GPHA, etc. Votre affaire, en plus, par l'un des cabinets français que vous avez mandaté, va faire que on va ne parler que de ça, finalement. En tout cas, dans la dissidence. Et là, ils ne pourront plus éviter le sujet. Alors il y a une autre chose quand même, c'est un épisode qui ne peut pas manquer de retenir l'attention de nos auditeurs. Le 30 juin dernier, après un courrier qui m'a été envoyé une trentaine de jours avant, 28 jours avant, m'informait que ma banque historique, la banque avec laquelle je travaille, dont j'ai été client depuis, je crois, mon adolescence, donc après plus de 35 ans de relations commerciales sans grave incident, m'a informé de la clôture de mon compte. Quelques semaines avant, j'ai eu un appel, avant la réception de ce courrier, donc au mois de mai, j'ai eu un appel de la directrice régionale de cette banque pour m'informer d'une démarche de Know Your Client, KYC, comme si j'étais un criminel, un trafiquant d'êtres humains international, ou je ne sais pas, ou que j'étais mêlé à la taxe carbone, si vous voulez. Il me posait des questions. Moi, je me suis soumis évidemment à l'interrogatoire bien volontiers. Mhm. À l'époque, il n'était pas encore question de fermer mon compte. Mais vous voyez, dès le mois de mai, ça s'agitait en coulisses pour me débancariser. Je connais Mhm. certains camarades militants français qui ont eu jusqu'à une douzaine de comptes fermés, les uns après les autres. Et ça, évidemment, c'est signé. Oui, C'est parce qu'ils signé. ont aussi les déboires aussi avec leurs compagnes, hein. Effectivement, vous m'aviez relaté. C'est-à-dire comme avec Joanny Vernet, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire que c'est des choses qui quand même, ce qu'on appelle des patterns, c'est des choses, c'est des motifs qui reviennent. C'est-à-dire que on vous rend, on essaye de vous tuer socialement, hein, c'est-à-dire qu'effectivement là il y a une presse de caniveau. Il s'agit toujours de, lorsqu'on tape votre nom, qu'il soit associé à des histoires de viol, etc. Et ça, c'est de la campagne. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de Monsieur K, on parle de Sébastien Trégeot. Le but, c'est toujours de vous tuer socialement. Voilà. Par exemple, Absolument. D'ailleurs, il y a c'est eu ce qu'avait fait d'ailleurs des Soral à mon égard. Soral, elle l'avait fait en novembre 2024 en mettant le LinkedIn, que j'ai depuis fermé. Mais à l'époque, qu'est-ce qui se passait? C'est que effectivement, les services savent où je travaille, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez, il faut qu'il l'habille, il faut qu'il y ait un délateur. Et ça peut pas être fait par quelqu'un, vous voyez, comme ça. Donc il aurait fallu qu'il y ait un petit nervi qui aille sur le LinkedIn et puis qui aille parler, etc. Ça peut être effectivement pour un patron, pour un client, voilà. Mais c'est leur méthode. tout à fait. Voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vécu également, mon cher Grégor, puisque ça me rappelle deux épisodes dont je dois parler aussi à nos auditeurs. Le premier, c'était évidemment les dénonciations calomnieuses faites par Amalek à mon endroit, comme quoi j'aurais violé sa fille. Souvenez-vous de ça, dans l'article Monsieur K, le mauvais œil de l'État profond. Oui, ou alors après, il s'était rétracté en disant que vous menaciez de le faire. Alors, il y a 3 ans, de D'accord, d'accord. souvenir, Cela c'était dit, la raison pour laquelle il disait j'ai comment quand je même, pouvais faire une émission avec vous. Pardon, juste pour la précision. cela dit, j'ai quand même eu un client à l'époque, enfin un partenaire plus exactement, un partenaire avec qui j'avais noué des relations commerciales, avec qui les choses se passaient très bien, qui est
comme fait tout le monde, enfin beaucoup de gens en tout cas, m'a googlisé et est tombé en première page sur cet article. Il s'en est ému, évidemment. Alors il m'a dit, nous, on n'a pas de problème avec toi, on imagine bien que tout est faux. Enfin, il fallait voir de toute façon simplement la rédaction de l'article, c'était ridicule. Donc ils ont bien compris qu'il n'y avait pas de substance derrière, mais ils m'ont dit que ça constituait un risque réputationnel pour eux qui était trop important et que cela les conduisait à rompre les relations commerciales avec moi. Cet épisode m'a conduit à votre inspiration, je dois le reconnaître. Vous étiez à l'époque plus combatif que je ne l'étais, j'étais un peu abattu, j'avoue. Cela m'a conduit à porter plainte contre Amalek. Et il n'y a jamais eu de suite à cette plainte. Aucune. Alors qu'il était, à l'époque, en contrôle judiciaire. Oui, oui, non, mais il faisait des vidéos avec le bracelet à la cheville contre vous. Je crois que depuis, ces vidéos ont été supprimées parce que sa chaîne a été supprimée. Ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, il y avait quelque chose de proprement hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, même, voilà, c'était presque, donc, comme si le fait de dire quelque chose contre vous n'allait pas aggraver son cas, ce qui aurait été la chose la plus naturelle, ou à l'époque, également contre Pierre Hillard, contre moi-même, mais au contraire, plutôt comme quelque chose qui allait alléger son boulet. Voilà. Exactement. Parce que Amalek étant un informateur de police, évidemment, il agit sur ordre. C'est la raison pour laquelle cette plainte n'a jamais eu de suite. Un autre exemple que j'ai eu, où là je suis arrivé non seulement à une certaine conviction, mais également à rassembler un certain nombre de preuves, c'est que des personnes anonymes qui se faisaient passer pour des fonctionnaires de police appelaient certains de mes clients pour les dissuader de travailler avec ma société de rénovation en second œuvre. Ça, j'ai réussi à le recouper, vous voyez. Alors, j'ai mis des mois, mais j'ai réussi à le recouper. Donc, il faut que les gens qui nous écoutent comprennent que l'affaire Louise Attaque n'est que le dernier épisode d'une longue série de manœuvres plus ou moins déloyales pour me faire taire. Encore une fois, je le redis, j'étais au bord d'écouter les recommandations de mon épouse et de fermer ma grande gueule. J'allais le faire parce que je me suis dit, après tout, d'abord, c'est foutu au temporel. Qui va organiser la remigration? Qui va destituer la synagogue de Satan de la tête de l'État français? Personne. Pas Jordan Bardella, en tout cas. Pas Marine Le Pen. Bon. Donc, il n'y a pas d'espoir de ce côté-là. Il n'y a plus d'espoir du côté... il peut y avoir une espérance religieuse, mais il n'y a pas d'espoir au point de vue temporel. Et puis, d'autre part, je me suis dit, après tout, tu as fait ta part du travail, tu n'as pas à rougir, tu as fait ce que tu devais. Tu as fait ta part, plus que ta part. Tu peux maintenant rentrer dans ta vie privée et devenir un particulier lambda, faire fonctionner ton entreprise, réaliser tes projets personnels et laisser un petit peu tout ça de côté. J'étais au bord de le faire. Évidemment, j'ai le démon politique, donc il y a des jours où c'était difficile de ne pas poster sur les réseaux sociaux. Mais je dois dire aussi que, étant très pris par mon activité professionnelle jusqu'à il y a encore quelques semaines, quelques jours, jusqu'au 27 juin 2026, ces derniers temps, j'étais beaucoup moins actif. Mais il faut vraiment être un pied nickelé, être complètement nul en psychologie humaine pour faire ce qu'ils ont fait, parce que le seul résultat concret que cela donne, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut quand même que les gens comprennent ce que c'est aussi qu'une prise de distance comme celle-là. J'ai avec moi un sac à dos découpé dans lequel il y a, en tout et pour tout, 3 paires de chaussettes, 3 caleçons, 3 t-shirts, 2 Bermudas. Je n'ai à moi que ce que j'ai sur le dos. Je n'ai plus mon activité professionnelle. Ma maison sera saisie par la banque si personne ne s'occupe de payer les traites pendant les 8 prochains mois. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma compagne, mon ami, ma complice, mon binôme en politique. Je suis 100% disponible pour le combat. Je peux pas dire autrement, je peux pas dire autre chose. Bah, surtout, vous êtes plus que jamais, vous êtes déterminé, là. C'est pour des raisons que chacun, des raisons évidentes. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, c'est que même si aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont fait une boulette, déjà, c'est pas tellement dans leur ADN, parce que ce sont des gens assez orgueilleux. Mais admettons. La situation fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent même pas le faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus vous dire, on appuie reset, tu rentres chez toi, on n'en parle plus. Et c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire que c'est une fuite en avant obligatoire, quelle que soit l'issue.
Oui, maintenant que le vin est tiré, il faudra boire, il faudra le boire. Voilà, c'est-à-dire que même on ne pourrait pas faire une transaction, c'est-à-dire en vous disant, bon, monsieur K, ok, on reset, etc., parce que ça serait un aveu, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils sont condamnés quelque part à surveiller Louise, c'est-à-dire que même si elle revient dans votre maison et que vous êtes à 6000 km, eh bien, peut-être ça les dérange si elle passe des coups de fil. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au bout d'un moment, ça va se produire. Ça va se produire. Donc, effectivement, elle est enfermée dans une centre. Ils ne pourront pas la garder indéfiniment sous clé. Ils ne pourront pas la garder indéfiniment sous clé, puisque le danger est loin, le danger officiel est loin, je suis à 6000 km, vous l'avez rappelé, ils ne pourront pas la garder indéfiniment sous clé. Non, en fait, ils ne pourront pas résister à la pression Ils ne pourront pas résister à la pression médiatique, à la pression de sa famille et même à elle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont finir par l'assassiner? Ils vont tuer les gamins? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Ils seront bien obligés de la relâcher. On se donne rendez-vous très bientôt pour un point régulier. Vous en ferez là et vous en ferez également ailleurs, comme on l'a dit. Et d'ici là, si vous voulez soutenir Monsieur K, patreon.com/OdysseyMK, ODY2SEYMK. Merci. Merci, chers auditeurs. Merci à vous, Grégor. Merci de votre amitié et de votre soutien fidèle. Dieu vous garde.